Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 19 septembre 2025 et notre ami, l'ambassadeur Chas Freeman, est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, monsieur l'ambassadeur. Merci, je suis ravi d'être ici. Monsieur l'ambassadeur, commençons par les sanctions de réactivation contre l'Iran. Macron s'est exprimé avant le vote en disant qu'ils avaient pris leur décision concernant ces sanctions et qu'ils s'entendaient bien. Ils veulent imposer davantage de sanctions à l'Iran. Ils veulent revenir à cela. Il semble que le JCPOA soit en train de mourir, tout simplement. Je ne sais pas quel sera le résultat de ce qui se passe actuellement, notamment entre les Européens, car ces sanctions concernent avant tout l'Europe. Ce n'est pas une question des États-Unis, puisque les États-Unis ont décidé de se retirer pendant le premier mandat de Donald Trump. Allez-y. Quel est votre avis à ce sujet? Eh bien, je pense que cela tient à deux choses, dont aucune n'a vraiment grand-chose à voir avec l'Iran. Premièrement, les Européens ont adopté, du moins sur le plan rhétorique, une position assez ferme envers Israël, et ils compensent dans leur propre politique intérieure en se montrant fermes envers l'Iran. C'est une façon de gérer les courants politiques internes. Deuxièmement, et c'est très important à mon avis, peut-être même le facteur principal, ils essaient d'apaiser Donald Trump. Ils ne veulent pas se brouiller avec Donald Trump. Ils espèrent pouvoir inverser le désintérêt de Donald Trump pour leur guerre en Ukraine. Comme je l'ai déjà dit, le président Trump a de manière assez habile selon moi refilé la responsabilité de la guerre en Ukraine aux Européens, positionnant ainsi les États-Unis pour tirer profit de la vente d'armes aux Européens, armes qu'ils transféreront ensuite à l'Ukraine. Cela ne servira à rien pour l'Ukraine, franchement. Mais M. Trump aime remplir les caisses de ses soutiens dans les grandes entreprises, et le complexe militaro-industriel s'en réjouit. Donc je pense que les Européens essayent de s'attirer les faveurs de M. Trump ici. Et je ne vois pas que l'Iran ait... Enfin, il semble que l'Iran ait proposé de retraiter l'uranium enrichi à 60%. Mais les Européens sont motivés par d'autres facteurs, pas par cela. Voilà comment je l'interprète. Je peux me tromper. Honnêtement, je pense que c'est très imprudent. Vous posez la question, où cela nous mène-t-il? Je pense que cela laisse à l'Iran de moins en moins d'options. Il ne lui reste guère d'autre choix que d'aller vers le nucléaire lui-même, de développer une arme nucléaire. C'est donc une évolution regrettable, quoi qu'il en soit. Et je sais que cela survient au milieu d'un autre développement très important dont je n'ai pas vu beaucoup de discussions. La conclusion entre le Pakistan et l'Arabie saoudite d'un accord de défense qui contient une clause de type article 5 de l'OTAN, selon laquelle une attaque contre l'un serait considérée comme une attaque contre l'autre. C'est un partenariat dont on parle depuis de nombreuses années. Je crois d'ailleurs que les Saoudiens ont financé le développement de l'arme nucléaire pakistanaise en partant du principe qu'elle leur serait accessible si et quand ils en auraient besoin. Et je sais qu'il y a eu, au fil des ans, des rapports transmis aux services de renseignement israéliens affirmant qu'il existe effectivement des ogives fabriquées par le Pakistan pour l'Arabie saoudite, qui sont conservées au Pakistan, mais pourraient être livrées à l'Arabie saoudite à très court préavis. En tout cas, ce qui semble se passer, au minimum, c'est une forme de dissuasion élargie de la part du Pakistan, protégeant l'Arabie saoudite contre une attaque nucléaire israélienne. Et bien sûr, après les violations par Israël de la souveraineté du Qatar et d'autres pays, ainsi que leurs déclarations affirmant qu'ils sont prêts à recommencer dès qu'ils le jugeront nécessaire, la nécessité de dissuader Israël est désormais très réelle dans l'esprit de tous les Arabes. Je conclurai simplement en disant que, tandis que les Européens proposent d'augmenter la pression sur l'Iran, d'autres choses se passent dans la région. L'Égypte
a désormais violé les restrictions concernant le nombre de soldats qu'elle peut maintenir dans le Sinaï. Elle y a déployé 40 000 soldats. Il dispose également de défense aérienne qui était interdite. Il a déplacé des troupes vers le corridor de Philadelphie à la frontière avec Gaza. Et je pense qu'à Doha, le général Sisi, le président Sisi, a adressé un avertissement très ferme à Israël, affirmant, selon ses propres termes, que non seulement de nouveaux accords sont menacés, mais que les accords existants sont en train d'être annulés. Des propos très forts concernant Camp David, les accords d'Abraham et d'autres sujets. Donc, si c'est un moment idéal pour faire pression sur l'Iran, je n'en vois pas la logique. Monsieur l'ambassadeur, ce qui se passe en Iran est en quelque sorte intéressant, la façon dont les choses ont été interprétées dans la politique intérieure. En gros, ceux qui n'étaient pas satisfaits du JCPOA tiennent ce genre de discours. Ils ont évoqué deux voies possibles pour la République islamique. La première option serait de se retirer du TNP et de procéder à un essai nucléaire. La seconde consisterait à essayer de prolonger la résolution 2231, c'est-à-dire le JCPOA, en offrant encore plus de concessions. Il affirme qu'ils estiment que la première option garantirait la sécurité de la nation, tandis que la seconde garantirait la guerre pour l'Iran. Oui, je pense que cette logique existe depuis longtemps. Et bien sûr, il y a l'exemple de la Corée du Nord, qui a fait exactement cela. Elle a choisi la première option, s'est retirée du TNP et a mené des essais nucléaires souterrains, évidemment, pour éviter toute retombée radioactive. Et il semble que l'Iran soit assez doué pour creuser des tunnels. Donc c'est une réelle possibilité. Et en fait, c'est là mon objection aux politiques occidentales menées par les États-Unis envers l'Iran depuis le début. Elles laissent essentiellement à l'Iran très peu d'alternatives, si ce n'est de développer une capacité de dissuasion nucléaire contre une attaque. Et c'est d'autant plus vrai maintenant que les États-Unis ont effectivement bombardé l'Iran. Qu'Israël l'ait fait, c'est une chose. Israël, bien sûr, possède un arsenal nucléaire. Et l'idée que l'on puisse ignorer cela et qu'il n'y ait aucune prolifération d'armes nucléaires en Asie de l'Ouest m'a toujours semblé être un raisonnement fallacieux. Je pense donc que nous voyons aujourd'hui les Saoudiens se rapprocher de la mise en service d'une arme nucléaire. Ils pourraient très bien permettre au Pakistan de déployer des missiles nucléaires en Arabie Saoudite, tout comme les États-Unis l'avaient fait en Allemagne et ailleurs en Europe pendant la guerre froide. Il existe de nombreux précédents à ce sujet, et cela ne viole pas le TNP, le traité de non-prolifération. Les Saoudiens pourraient toujours dire « Eh bien, nous n'avons pas d'armes nucléaires, mais nous bénéficions de la protection d'un allié qui en possède une. » Quoi qu'il en soit, je pense que cela rend ce qu'ont fait les Européens, la discussion en Iran, qui est une conséquence logique de la politique de pression maximale, et les développements en Arabie Saoudite, qui pourraient bien être suivis par d'autres rejoignant cette nouvelle alliance, peut-être les Émirats arabes unis, peut-être le Qatar, peut-être d'autres. Tout cela rend la vie beaucoup moins sûre pour Israël. Si tel est l'objectif des Européens, je pense qu'ils se sont tout simplement trompés. Permettez-moi de dire quelques mots pour conclure à propos du partenariat entre le Pakistan et l'Arabie saoudite. Le Pakistan est un pays pauvre qui possède des armes nucléaires et de nombreuses armes chinoises qui se sont avérées très efficaces lors de ses récents affrontements avec l'Inde. L'Arabie saoudite, en revanche, est un pays doté de très peu d'industrie militaire, mais de beaucoup d'argent, très riche. Il s'agit donc d'un partenariat naturel. Cette possibilité a toujours existé. Et l'une des conséquences de ce partenariat serait, puisque l'un des objectifs est de développer des capacités de production militaire conjointes
afin de réduire la dépendance vis-à-vis de fournisseurs extérieurs, en particulier les États-Unis. Je pense que l'une des implications est que cela ouvre la voie à une implication accrue de la technologie chinoise dans la défense de l'Arabie saoudite. Et toutes les installations développées entre le Pakistan et l'Arabie saoudite intégreront très probablement des investissements et des technologies chinoises. Donc, du point de vue des États-Unis, qui, pour une raison ou une autre, et je ne comprends pas la logique derrière cela, ont décidé qu'il fallait bloquer la Chine partout, cela est en fait très bénéfique pour la Chine et pas bon pour les États-Unis. L'attaque contre le Qatar, dans la mesure où les États-Unis ont collaboré avec Israël à ce sujet, a fortement diminué la sécurité d'Israël comme celle des États-Unis. Et nous n'avons pas encore entendu la Turquie, qui a bien sûr vu la réunion de l'Organisation de la coopération islamique à Doha comme une grande opportunité d'affirmer son propre leadership dans le monde islamique. Et je pense qu'à mesure que d'autres se rapprochent du seuil nucléaire, nous allons voir les Turcs réagir eux aussi. Donc il s'agit d'une échéance de ce qui se passe actuellement. Donald Trump parle de retourner en Afghanistan, d'utiliser la base arrière en Afghanistan pour s'occuper de la Chine, monsieur l'ambassadeur. S'ils y vont, ce ne sera pas seulement à propos de la Chine, il s'agira aussi de l'Iran, du Pakistan. Et ils veulent. Pensez-vous que ça pourrait arriver? Que cherche-t-il à dire par là? Supposons qu'il ait cela en tête. Pourquoi en parle-t-il? Eh bien, il a avancé un certain nombre d'idées stratégiques vraiment assez farfelues. Vous savez, annexer le Groenland à un allié américain, le Danemark, reprendre le canal de Panama au Panama, malgré les traités et autres accords. Et je pense que cela s'inscrit dans cette lignée. C'est-à-dire que c'est une idée extravagante. Sa logique stratégique est évidente. Bagram est un emplacement très central, stratégiquement, comme vous l'avez indiqué, avec une portée vers de nombreux endroits en Asie centrale méridionale. Mais il y a un petit problème. L'Afghanistan est contrôlé par les talibans. Je suggère qu'il pourrait en fait y avoir, selon la théorie que là où il y a de la fumée, il y a probablement du feu, une sorte de discussion officieuse en cours entre les États-Unis et les talibans. Du genre, si vous nous laissez revenir à Bagram, nous ferons toutes sortes de choses merveilleuses pour vous. Mais les choses merveilleuses que nous pourrions accomplir, nous en sommes désormais incapables, depuis que nous avons supprimé l'Agence américaine pour le développement international. Et je ne pense pas, même si Bagram peut être important aux yeux du président Trump, que le Congrès serait très enthousiaste à l'idée de subventionner les talibans pour diverses raisons, dont la moindre n'est pas que, malgré l'offensive de Donald Trump contre le wokisme, le féminisme est bien vivant aux États-Unis, alors qu'il est pratiquement inexistant en Afghanistan. Comment voyez-vous la Russie et la Chine? Parce que la Russie a reconnu les talibans, le gouvernement en Afghanistan. Et comment percevez-vous la politique de la Chine en Afghanistan? And how do you see the policy of China in Afghanistan? Are they going to be worried about what Donald Trump has just said? Vont-ils s'inquiéter de ce que Donald Trump vient de dire? Bien sûr, ils seront préoccupés. Mais je ne pense pas qu'ils prendront cela très au sérieux, comme une proposition réaliste. En partie parce qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les talibans et qu'ils sont très pragmatiques. Mais je sais que c'est l'intrusion soviétique en Afghanistan, j'oublie la date, mais c'était en 1969, qui a dynamisé l'entente américano-chinoise contre l'Union soviétique. Ainsi, les États-Unis et la Chine avaient tous deux des programmes d'aide très actifs aux précurseurs des talibans, à de nombreux groupes djihadistes en Afghanistan, les Moudjahidines. En fait, lorsque j'étais directeur des opérations à l'ambassade américaine à Pékin,
nous disposions de 600 millions de dollars par an provenant de l'Arabie saoudite pour acheter des armes chinoises destinées aux Moudjahidines. Les Chinois avaient leur propre programme d'assistance, mais ils étaient plutôt satisfaits de s'opposer à cette intrusion sur leur frontière occidentale. Ils partagent une frontière avec l'Afghanistan, très petite, reliée par un étroit corridor montagneux, presque infranchissable. Le Tadjikistan et la Chine patrouillent conjointement cette zone qui mène jusqu'au Panjshir en Afghanistan. Ils réagiront à cela, bien sûr, mais je pense, comme je l'ai dit, que les chances que cela se produise réellement sont assez faibles. Donald Trump a été interrogé lors de sa visite au Royaume-Uni sur la question de savoir s'il ferait quelque chose concernant le cas d'Israël. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, le journaliste lui a demandé « Que pensez-vous de ce qui se passe à Gaza ?» Parce que beaucoup de gens pensent que vous êtes la seule personne et que votre pays est le seul pays qui pourrait mettre fin au conflit à Gaza. Il a répondu en disant que tout tourne autour du 7 octobre, que les gens ne connaissent pas la réalité, et ainsi de suite. Il a utilisé le même type de rhétorique que celle que nous entendons de la part du gouvernement israélien. Comment voyez-vous la relation entre Donald Trump et le gouvernement israélien? Récemment, à la suite de l'assassinat de Charlie Kirk, on a entendu dire que Donald Trump aurait peur de Netanyahou. De quoi s'agit-il exactement? Pensez-vous qu'il y ait une part de vérité là-dedans? Non. Je pense qu'il est, je déteste employer ce mot, mais il est essentiellement une marionnette du Premier ministre Netanyahou et de la droite israélienne, des zélotes en Israël. De quoi a-t-il peur? Il y a deux possibilités. La première, bien sûr, c'est de perdre des financements, car le principal financement, non seulement de sa campagne présidentielle, mais aussi de beaucoup de ses projets de construction et ses affaires, provient de plutocrates sionistes qui pourraient facilement lui retirer leur soutien financier. Et il tient évidemment beaucoup à l'argent. C'est donc une possibilité. C'est la possibilité la plus innocente. L'autre, c'est que le Mossad et les services de renseignement israéliens détiennent des informations compromettantes sur lui. Et cela est très probable en raison de son lien avec Epstein. L'affaire Epstein l'effraie manifestement beaucoup, car il y a de fortes chances qu'il se soit livré à un comportement inapproprié. Et il est possible que cela soit prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, par le témoignage de certaines des femmes qui ont été abusées par Epstein et sa clientèle. Il est largement admis qu'Epstein entretenait une relation très étroite avec le Mossad et qu'il était en fait un officier traitant du Mossad. Alors, de quoi a-t-il peur? D'une combinaison de perte de soutien et de scandale. Voici une partie de ce qu'il a dit à propos du 7 octobre. Here is part of what he said about the October 7th message. Je me souviens du 7 octobre, l'un des jours les plus terribles et violents de l'histoire du monde. Pas seulement là-bas, mais dans toute l'histoire du monde. Et j'ai vu les enregistrements, et j'aurais préféré ne pas les voir en fait. Mais je les ai vus, et je veux que cela s'arrête. Je veux que les otages soient libérés. Et je pense que ça va s'arranger. Mais cela a été une période brutale. Mais cela dure depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que l'année ou les 2 dernières années. Cela dure depuis des décennies et des décennies. Yeah. D'accord. Eh bien, il semble comprendre que le 7 octobre s'inscrit dans une continuité remontant à 1947-48. En réalité, cela remonte encore plus loin. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que la brutalité provient principalement d'Israël et non des Palestiniens. Si l'on laisse les Palestiniens tranquilles, ils font très peu pour mettre en danger les Israéliens. Si l'on opprime un peuple, et nous avons de nombreuses études et exemples à ce sujet, ce qui tend à engendrer le terrorisme, c'est l'occupation. L'occupation d'un pays ou d'un peuple étranger
en l'occurrence les Palestiniens, par ce qui est essentiellement un groupe de colons coloniaux européens, a tout déclenché. Alors, qui lui a montré les vidéos et qui les a réalisées? Je pense qu'il est très clair que ce sont les Israéliens. Donc, il est prisonnier des Israéliens, et il est lui-même un otage. Vous savez, ce serait bien s'il était libéré par les Israéliens. Peut-être alors pourrions-nous avoir une sorte d'action qui amènerait réellement les Israéliens à mettre fin au génocide qu'ils mènent, à la saisie de terres supplémentaires et à l'expulsion de personnes de la Cisjordanie. Donc, il ne comprend cette question que du point de vue israélien. Et son ambassadeur en Israël, bien sûr, est un sioniste évangélique qui a complètement adopté la position israélienne. Il ne représente aucune réflexion des États-Unis. Il est entièrement en phase avec l'extrême droite israélienne. Je pense, monsieur l'ambassadeur, que vous êtes d'une certaine manière plus familier que nous tous ici avec l'état d'esprit des dirigeants des États arabes, moi y compris. Que se passe-t-il? Lorsqu'ils observent ce qui s'est passé à Doha, craignent-ils vraiment ce qui pourrait leur arriver à l'avenir? Parce que, quand on regarde le comportement de l'Arabie saoudite, qui, comme vous l'avez mentionné, cherche à établir une sorte d'alliance militaire avec le Pakistan, nous avons vu le chef de la sécurité nationale se rendre en Arabie saoudite, discuter avec le prince héritier d'un renforcement des liens économiques entre les deux pays, ce qui impliquerait également une coopération en matière de sécurité. Comment percevez-vous l'état d'esprit en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, peut-être à Bahreïn? Eh bien, tout d'abord, je pense que ce qui s'est passé à Doha, l'attaque israélienne, va accélérer le rapprochement entre les Arabes du Golfe et l'Iran. Et je pense que le président Pezeshkian a tout à fait raison de dire qu'il partage un intérêt commun à s'opposer à l'hégémonie israélienne et à se défendre contre les attaques israéliennes. Et, comme je l'ai dit, l'accord saoudien avec le Pakistan est en discussion depuis de nombreuses années. Mais je pense qu'il n'aurait pas eu lieu sans ce qui vient de se passer à Doha. Maintenant, quel est l'état d'esprit? Tout d'abord, ces dirigeants du Golfe sont des autocrates. Ils sont capables de réprimer l'opposition de leur population à leur politique envers Israël et d'autres endroits. Ils disposent d'une grande liberté de manœuvre. C'est particulièrement vrai aux Émirats arabes unis, où la grande majorité de la population n'est même pas arabe. Ce sont des immigrés, des expatriés travaillant aux Émirats. Mais en Arabie saoudite, il ne fait aucun doute que le peuple est viscéralement opposé à Israël et en a peur. Ainsi, les dirigeants arabes du Golfe se retrouvent aujourd'hui face à un problème. Le seul pays au monde capable de projeter sa puissance à travers le Golfe Persique pour les protéger, c'est les États-Unis. Mais les États-Unis sont désormais essentiellement contrôlés par Israël. Alors, que font-ils? Ils n'ont pas beaucoup de liberté de manœuvre. D'un côté, ils ont une population, leur propre peuple, qui n'approuve pas leur amitié avec Israël, qui se montre très méfiante envers les États-Unis, compte tenu du comportement américain. De l'autre, ils font face à de graves dangers. Maintenant, qu'ont-ils appris de l'attaque contre le Qatar? Tout d'abord, ils ont appris à leurs dépens qu'il ne sert à rien de s'engager avec Israël. Vous pouvez tout faire pour vous attirer les faveurs des Israéliens et les mettre à l'aise. Vous serez quand même attaqués. La deuxième chose qu'ils ont apprise, c'est que les États-Unis ne les protégeront pas d'Israël. Non seulement cela, mais les États-Unis n'ont pas la capacité d'amener Israël à faire quoi que ce soit de positif. Cela rappelle que le soi-disant processus de paix, qui fut la plus longue supercherie diplomatique de l'histoire,
était une fraude dans laquelle les États-Unis, tout en se présentant comme médiateurs, étaient en réalité du côté d'Israël. Ils se retrouvent donc dans une position très difficile. Leur soutien traditionnel à l'indépendance, à savoir les États-Unis, ne les soutient plus vraiment, ne les protège plus. Il n'y a pas d'alternative à cela. C'est pourquoi vous verrez probablement, comme je l'ai suggéré plus tôt, d'autres pays rejoindre ce système d'alliance saoudo-pakistanais, car ils n'ont plus d'autre choix que de compter sur eux-mêmes. Ils doivent réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. They've got to reduce their dependence on the United States, and they can do that, of course, to some extent. Et ils peuvent bien sûr le faire, dans une certaine mesure, en important des systèmes de Russie ou de Chine. En fait, dans le Sinaï, les Égyptiens auraient apparemment déployé le système de défense aérienne chinois, équivalent au S-400 russe. Ils sont confrontés à un dilemme difficile. Comment protéger leur dignité nationale, leur indépendance, leur souveraineté, alors que leur principal soutien se trouve du mauvais côté en ce qui concerne la protection de leur souveraineté et de leur indépendance. La logique de tout cela les pousse, comme je l'ai suggéré, à essayer de trouver un terrain d'entente avec l'Iran dans la mesure du possible. Il a toujours existé une possibilité, avec une diplomatie imaginative, de faire dans le Golfe Persique, en Asie de l'Ouest, ce que les Européens ont fait pendant la guerre froide. West Asia, what Europeans did during the Cold War. That is, hold a conference on security and cooperation. C'est-à-dire organiser une conférence sur la sécurité et la coopération fondée sur des principes islamiques communs à tous les pays de la région, qu'ils soient de tradition chiite ou sunnite. Je pense donc que nous vivons un moment très porteur, mais nous ne pouvons pas prévoir ce qui va en découler. Mais quelque chose va naître, et cela réduira certainement l'influence des États-Unis. Cela augmentera probablement l'influence de la Chine. Mais là aussi, les Arabes du Golfe et l'Iran ont un problème. Les Chinois ne veulent absolument pas s'impliquer dans les querelles des autres, et ils ne souhaitent pas prendre parti entre l'Iran et les Arabes du Golfe, ou entre Israël et tout le monde, même s'ils ont récemment publié plusieurs déclarations fermes désapprouvant les actions israéliennes. Strong statements disapproving of Israeli actions. And in fact, Prime Minister Netanyahu. En fait, le Premier ministre Netanyahou vient tout juste de les critiquer pour avoir critiqué Israël. Mais, vous savez, pour la majeure partie du monde, toute personne qui ne critique pas Israël est perçue comme une sorte d'idiot ou de compagnon de route du sionisme. C'est la réponse typique d'Israël. Si quelqu'un nous critique, c'est parce qu'il est antisémite. Absurdité. Vous savez, le meilleur exemple de cela, Nima, c'est notre ambassadeur à Jérusalem, M. Huckabee, et ses compagnons sionistes évangéliques. Leur théorie, c'est que si le temple juif peut être reconstruit à l'emplacement d'Al-Aqsa, et si diverses autres choses, y compris le sacrifice d'une génisse rousse, une jeune vache ou une vache adulte, peuvent être accomplies, cela déclenchera la fin des temps. Tous les Juifs seront exterminés ou convertis de force au christianisme, et les chrétiens seront élevés au ciel dans la gloire éternelle. C'est de l'antisémitisme. C'est pro-sioniste, mais c'est profondément antisémite. Et cela illustre le fait que le sionisme a abandonné les principes religieux du judaïsme. Ainsi, l'islam et le judaïsme ont beaucoup de points communs en termes de principes éthiques. Et bien sûr, le Saint-Coran cite constamment les enfants d'Israël pour illustrer les prophéties et les instructions que Dieu a données aux hommes. Mais ces principes ont été mis de côté par Israël. Et c'est ainsi qu'on observe aujourd'hui le phénomène de Juifs disant « Hey, attendez un instant, le sionisme n'a rien à voir avec le judaïsme. Il a préservé certains rituels du judaïsme, mais c'est fondamentalement l'équivalent de Daesh, de l'État islamique. » La relation entre cette forme extrémiste de foi meurtrière et l'islam est assez ténue, et la relation entre le judaïsme classique et le sionisme est aujourd'hui également assez ténue. Donc Israël s'isole en fait,
non seulement du reste du monde, mais aussi des Juifs vivant hors d'Israël. Et je ne vois pas comment cela pourrait bien finir pour Israël. Désolé, je me suis un peu éloigné de votre sujet. Oui, d'excellents points, monsieur l'ambassadeur, que vous avez soulevés. Parce qu'aujourd'hui, j'ai demandé à mon public ce qu'il pensait d'Israël aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant le 7 octobre. C'est totalement différent. Vous regardez Israël à travers les yeux des Chinois, et maintenant, les Chinois s'expriment de cette manière. Eh bien, c'est vraiment extraordinaire, car traditionnellement, les Japonais, les Chinois et les Coréens admiraient les Juifs pour leur sens des affaires, leur intelligence, leur rôle dans l'éducation, leur courage. Tout cela a changé, et c'est un changement profond, très profond. Et tout cela est dû au comportement d'Israël. Et malheureusement, vous savez, les États-Unis, parce que nous nous sommes tellement identifiés à Israël, sont tombés dans l'abîme avec Israël. De nombreux sondages indiquent cette tendance, et elle s'installe même aux États-Unis. Vous savez, Israël perd le soutien américain à cause de son comportement. Et comme vous le savez, le Premier ministre Netanyahou se lève et profère essentiellement des mensonges éhontés. Il n'y a pas de famine à Gaza. Nous ne tuons personne là-bas. Tout cela, c'est Hamas. Charlie Kirk n'a pas été tué par Assad. Il le dit lui-même, car il existe une théorie du complot selon laquelle il l'aurait été, ce que je ne crois pas. Mais en fait, comme je l'ai suggéré ailleurs, le fait que Netanyahou nie qu'Assad ait tué Charlie Kirk suggère que la plupart des gens penseront probablement qu'il est plus probable qu'il l'ait fait, plutôt que de le croire sur parole, puisque sa parole est si trompeuse. Monsieur l'ambassadeur, la visite de Donald Trump au Royaume-Uni et la rencontre qu'il a eue avec le roi Charles, il semble que l'état d'esprit en Europe, en particulier au Royaume-Uni, soit la poursuite du conflit en Ukraine. Il continue de pousser dans ce sens. Et voici ce qu'a dit le roi Charles. Les pays entretiennent la relation de défense, de sécurité et de renseignement la plus étroite jamais connue. Lors de 2 guerres mondiales, nous avons combattu ensemble pour vaincre les forces de la tyrannie. Aujourd'hui, alors que la tyrannie menace à nouveau l'Europe, nous et nos alliés faisons front commun pour soutenir l'Ukraine, dissuader l'agression et garantir la paix. Eh bien, vous savez, le roi lit les déclarations que le gouvernement lui demande de lire. Donc, c'est Keir Starmer et le Parti travailliste qui s'expriment. Quoi qu'il en soit, je pense que cela a toujours été le cas, apparemment depuis très longtemps, certainement depuis le milieu du 19e siècle, que la Grande-Bretagne est anti-russe, très fortement anti-russe. Et c'est pour cela que la guerre de Crimée a commencé. Ils essayaient d'exclure les Russes de tout rôle en mer Noire et de prendre Sébastopol, etc. Bref, il y a une longue tradition britannique d'hostilité envers la Russie. Cela s'est intensifié avec la guerre froide, lorsqu'il y avait de bonnes raisons d'être anti-russe. Et cela continue. Mais comme j'en suis venu à le penser, j'appelle les Européens la coalition des illusionnés, parce qu'ils sont complètement irréalistes. Ils n'ont pas les moyens, ni financiers, ni militaires, de permettre à l'Ukraine de faire autre chose que de continuer à perdre cette guerre, ce qu'elle fait actuellement. Et vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le fait que nous soutenons l'Ukraine. Mais la réalité est que beaucoup de gens ne soutiennent pas l'Ukraine, y compris Donald Trump. Donc tout cela n'est que de grands discours, avec très peu de signification à mes yeux. Et dans le cas du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, il y a quelque chose d'un peu désespéré là-dedans. Ils ont procédé au Brexit, ce qui les a séparés des Européens. Ils pensaient qu'ils allaient obtenir une alliance renforcée et une dépendance envers les États-Unis. Cela ne s'est pas produit. Ils sont un peu à la dérive.
They're a bit adrift. They're clutching to the United States rather than drowning. Ils s'accrochent aux États-Unis plutôt que de sombrer. Ce n'est pas dénué d'intelligence, mais ils n'ont pas beaucoup d'options. Il y a eu un moment après le Brexit où l'on a commencé à en parler sérieusement, lorsqu'ils ont envisagé sérieusement de forger une nouvelle relation avec leur ancienne colonie, l'Inde. Ils ont même envisagé de faire de même avec le Brésil. C'est parce qu'au final, le Royaume-Uni, bien qu'il ait été historiquement extrêmement puissant à 2 reprises, est aujourd'hui très diminué. Il n'a ni la population, ni la taille de l'Inde ou du Brésil, et encore moins de la Chine. Et ces tentatives ont échoué, laissant les Britanniques sans autre choix que de vanter les mérites de leur dépendance continue envers les États-Unis. Voilà ce que vous venez d'entendre. Ce n'est pas un grand moment pour être britannique. Pour conclure cette session, Monsieur l'ambassadeur, en regardant l'Europe aujourd'hui, pensez-vous qu'il souhaite une escalade de la situation? Parce qu'après tout, vous avez mentionné la Seconde Guerre mondiale, et à cette époque, l'armée britannique était bien plus puissante qu'aujourd'hui. Et lorsqu'il parle de combattre la Russie, il parle en réalité des États-Unis qui combattraient la Russie, ce que les Américains ne sont pas enclins à faire. Et cela est très clair. Ils ne sont pas enclins à le faire. En fait, l'opposition de Donald Trump à cela a été l'un des éléments qui l'ont rendu acceptable en tant que président, par contraste avec Joe Biden puis Kamala Harris. C'est donc un espoir vain. Vous avez mentionné la Seconde Guerre mondiale et le rôle des Britanniques. N'oublions pas que les Britanniques et les Français ont imprudemment garanti l'indépendance de la Pologne. C'est ce qui a déclenché la guerre, lorsque les Allemands et l'Union soviétique se sont partagés la Pologne, puis que les Allemands ont envahi. Cela a donc lancé une guerre que les Britanniques n'ont pas pu gérer seuls. Churchill était désespéré de faire entrer les États-Unis dans la guerre parce que la Grande-Bretagne ne pouvait pas la gagner seule. Les Français se sont rendus. Les Italiens étaient du mauvais côté. Les Allemands se sont épuisés, heureusement, en combattant l'Union soviétique. Mais il a fallu l'arrivée de troupes fraîches des États-Unis pour renverser la situation à l'Ouest. L'Union soviétique a finalement vaincu les Allemands à l'Est. Mais établir de telles analogies est très trompeur. L'Ukraine n'est pas la Pologne. La Fédération de Russie n'est pas l'Union soviétique. Ce n'est certainement pas l'Allemagne. Et les Européens n'ont tout simplement pas les moyens de réaliser ce qu'ils souhaitent accomplir. Alors ils espèrent que les États-Unis le feront à leur place. Mais les États-Unis ne le feront pas. Absolument pas. Je pense donc que tout cela relève du vœu pieux et de la rhétorique politique destinée à certains Américains qui partagent le désir européen de critiquer, d'affaiblir et d'isoler la Russie. Mais nous avons essayé cela pendant 3 ans et cela n'a pas fonctionné. Et il n'y a aucune perspective que cela fonctionne. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir, comme toujours. Merci pour ce que vous faites. Continuez votre excellent travail.